Salut, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous en direct sur Canal 3 Bénin. Et bienvenue dans votre matinale Actu Matin. L'actualité, toute l'info, c'est ici et c'est dès cet instant. Vous aurez avec Wahab Ali Para les une de la presse nationale. Elles ne vont pas plus loin que la grande attente après le scrutin législatif du dimanche dernier, alors que la Sénat, qui reste fidèle à son calendrier, n'a encore pas annoncé les résultats provisoires. Et bien, sur les réseaux sociaux, les partisans des compétitions revendiquent la victoire. Dans les heures qui vont suivre, les partis politiques et leurs candidats seront fixés. Les résultats provisoires attendus pour au plus tard demain jeudi. Et au journal Fraternité, d'inviter ce matin les structures en charge de l'organisation des élections à se tourner désormais vers le digital pour plus de célérité dans la proclamation des résultats. Et il s'explique. On fera la lumière là-dessus dans un instant. Et nos discussions suivront sur la méthode d'attribution des sièges du Parlement. Le mode de calcul nous sera expliqué par un juriste. Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre. Retour également sur l'actualité. Hier, nous étions le 10 janvier. On vivra dans notre bulletin matinal les images de la célébration de la fête nationale des religions endogènes. Merci de votre fidélité et bienvenue sur Actu Matin. La pause est juste après la une des journaux. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. La presse nationale dans sa livraison du jour ce mercredi avec vous, Wahab Ali Para. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Et on a les échos donc du scrutin du dimanche dernier. Il y a également l'actualité d'hier en ce qui concerne la célébration de la fête du Vaudou. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre ce matin législative du dimanche dernier, le digital pour des résultats plus rapides, une exigence qui s'impose. Religions endogènes au Bénin, une source de variété artistique, culturelle et touristique. Et après les élections législatives, les observateurs du PIBDA expriment leur satisfaction et félicitent le peuple béninois. Nous entendrons ces observateurs dans notre bulletin matinal de tout à l'heure et dans le reste de nos éditions. On est maintenant à la une du quotidien Le Matin, lancement de la 6e édition du Festival international de la ville de Porto-Novo. Des milliers de touristes attendus pour 7 jours d'attraction. Nous suivrons tout à l'heure le compte rendu que nous propose Emma Rodono de notre antenne régionale OME Plateau basée à Porto-Novo. Pour faire du Bénin le siège du pèlerinage mondial Vaudou, Jean-Michel Abimbola annonce la création d'un festival des arts vaudou. Quotidien, l'autre vision, vague d'encouragement au chef de l'État après le scrutin législatif, plausible rapprochement entre Koutié Léadi et Patrice Talon, s'interroge le journal. Et puis au lendemain des élections législatives, il y a la CEDEAO qui exhorte la Sénat à maintenir le même niveau de professionnalisme.
Quotidien L'actualité. Jean-Michel Abimbola, à l'occasion de la manifestation officielle, sinon pour ne pas dire des manifestations officielles du 10 janvier, le vaudou s'est affirmé comme une source multidimensionnelle de l'altérité africaine. Et puis, point sur les législatives 2023 au Bénin, l'ODEGA entre satisfaction et recommandations. Le journal qui donne à lire l'intégralité de la déclaration des observateurs de la démocratie, des élections et de la gouvernance en Afrique. Le matinal, quotidien Le Matinal, en attendant les résultats des législatives du 8 janvier 2023, il y a cette guerre de chiffres entre les partis politiques. C'est donc un constat du quotidien Le Matinal. La Sénat qui dégage sa responsabilité, sérénité apparente au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain qui se dit rassurant et confiant, les démocrates qui appellent au respect du verdict des urnes. L'affiche du jour, culture et tourisme au Bénin, la 6e édition du FIP, c'est-à-dire le Festival international de Porto Novo, lancé sous le signe de la maturité et du professionnalisme. Le quotidien de service public La Nation, 29e édition de la célébration des religions endogènes, un festival des arts vaudous annoncé. Puis législative 2023, les conclusions des observateurs électoraux à retrouver dans les colonnes du quotidien La Nation. Le grand matin, cette fois-ci, fin des législatives 2023, la mouvance sereine se dit assurée d'une majorité confortable. Et puis, au niveau de la Cour constitutionnelle, proclamation des résultats des législatives par la Cour constitutionnelle, le président Razaki Amouda Issifou a lancé les opérations. Sinon, on va lancer les opérations dès ce lundi. La Nouvelle Tribune, implication de l'Église catholique dans un dossier de pédophilie, le démenti formel du clergé béninois. Et puis Rufino Domingo, là nous sommes au niveau de la Sénat, la publication des résultats sur les réseaux sociaux n'engage pas la Commission électorale nationale autonome. Info Matin, tenu à bonne date et sans heure des élections législatives, Paris gagné pour le gouvernement Talon. Quotidien Le Potentiel qui nous donne également les échos des élections législatives du dimanche dernier, fraude et incidents, au moins 40 personnes emprisonnées sans mandat de dépôt. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la Dia jouent leur crédibilité. L'équation verdict des urnes et verdict des institutions à résoudre en attendant mouvance et opposition dans une guerre psychologique. Le quotidien Matin Libre qui propose dans ses colonnes le point fait par la plateforme des observateurs de la société civile. Voilà Christian. Tout rapide des parutions ce matin avec cette proposition, dois-je dire, du quotidien Fraternité, le digital pour des résultats plus rapides, une exigence qui s'impose. Et voilà, le journal dans son analyse qui pense que si aujourd'hui l'administration et ses usagers profitent largement des avancées technologiques pour corriger un certain nombre de comportements répréhensibles, il a fallu le scrutin du dimanche dernier pour se rendre compte qu'il y a un domaine essentiel dans la consolidation de la paix, mais qui jusqu'ici est laissé pour compte. Il s'agit bien évidemment du digital. Le digital pour des résultats accélérés avec
avec une simple confrontation des différents résultats des partis représentés et de ceux des organes de contrôle reviendra moins cher pour le contribuable que le convoyage des cantines à la Sénat et le recomptage des bulletins. On reviendra sur cette analyse pertinente du journal Fraternité tout à l'heure quand nous serons au forum de discussion. Merci de nous rester fidèles. Allez, on va poursuivre. Vous nous reviendrez tout à l'heure. On fera le tour de l'actualité, le résumé avec la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est dans le tout image que nous vous proposons ce mercredi. N'oubliez pas, hier nous étions le 10 janvier. Il y a eu cette grande célébration, la fête des religions endogènes en République du Bénin. Le tour. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cours de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. La plage de Ouida devenue le point d'attraction pour la fête dédiée aux religions endogènes. Ce 10 janvier, le rendez-vous est pris encore pour révéler tout le potentiel culturel, artistique et touristique du culte vaudou et ses différentes déités. Adeptes et leaders religieux, curieux et touristes marquent d'une pierre blanche cette édition de la fête du vaudou à dimension internationale. Les divinités de 13 couvents de la ville de Ouida ont assuré cette parade à travers chants, danses rituelles, processions et libations devant un public amoureux des arts et de la culture. C'est donc un tableau riche en couleurs et démonstrations de savoir ancestral qui constitue le temps fort de la célébration sur cette plage de Ouida. Au Bénin, le gouvernement fait de la promotion et de la valorisation de ses richesses culturelles et cultuelles l'une de ses priorités de développement. Aussi, diverses actions ont-elles été posées dans ce sens. Au nombre de nombreux projets et programmes structurants et ambitieux pensés pour porter la destination Bénin, figurent la route des couvents et le musée international Vaudou, qui sont dans une phase de développement avancée. La route des couvents devra permettre à tous nos visiteurs de réaliser une immersion dans les temples et couvents pour vivre les cultes, les rituels et l'ambiance caractéristique de ces lieux. Pendant ce temps, le musée, quant à lui, offrira aux visiteurs une variété de connaissances sur les sujets avec des images et des représentations des différentes déités à travers une scénographie spécifique. Les multiples visages de cette religion, l'appropriation qu'elle a subie dans tous les espaces de son implantation seront montrés et illustrés avec des outils modernes, histoire de témoigner de la complexité de la spiritualité de nos aïeux, de rendre hommage à la façon dont ils vivent leur commerce avec Dieu, avec la nature, avec eux-mêmes.
L'édition 2023 de la célébration officielle de la fête nationale des religions endogènes aura tenu toutes ses promesses et la cité historique de Ouidah s'est révélée une fois encore au monde. Après les manifestations, place à la visite des couvents puis la fête proprement dite dans les ménages. Le rituel est sacré et plein de sens pour ces adeptes de culte endogène. Accompagné de prières et des pas de danse, la commémoration de la fête du Vodou représente un moment de fierté et surtout de reconnaissance aux mânes des ancêtres. C'est un jour mémorial. Ce jour où la religion endogène a pu trouver sa place au milieu des religions importées. C'est très important pour le peuple béninois. 10 janvier, le 10 janvier est pour nous, adeptes de culte endogène, une occasion de célébration de nos ancêtres. Nous sommes en train d'œuvrer maintenant pour le 10 janvier, c'est à partir du vivant de Yahweh Tchakakwi. Dagbo Huna, Sosa Gedenge, les Gezo, Glele et tout ça là, les Oru Bambroumou dans le nord. Cette immolation à la divinité Sakwata est symbole de paix invoqué sur la nation béninoise. Pour la célébration de cette 30e édition de la fête des religions endogènes, les dignitaires de culte, notamment ceux du littoral, auraient reçu l'accompagnement de la municipalité. Au niveau du département du littoral, ils ont octroyé beaucoup de choses. Des moutons, des cabris, des bœufs, des sacs de riz, des sacs de maïs, des boissons alcoolisées, tout ça là, tout juste pour aider les adeptes et les fidèles en ce jour précis pour honorer et célébrer de cette forme la fête du 10 janvier. Chez nous, ici, la particularité est que nous faisons une offrande à la mer. Parce que, vous savez, tout ce que l'être humain est venu voir sur la terre, il devait le vénérer. La mer est là avant les êtres humains. Donc, certainement, elle est regorgée des entités que nous ne maîtrisons pas. Le 10 janvier, édition 2023, est donc célébré avec faste au sein des différents couvents sillonnés à Cotonou. Que toutes les bénédictions royales jaillissent sur tout le monde au Bénin. Et que Dieu Tout-Puissant le célèbre et les membres de nos ancêtres vous bénissent. À quelques heures de la célébration du 10 janvier, fête de Vodou au Bénin, les adeptes et autres initiés se préparent pour sacrifier à la tradition. Une préparation marquée par ces rituels des dieux des jumeaux et des Angbétor, les gardiens de la nuit. Ici, dans les quartiers d'Akpakpa, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer toutes les divinités. Pour la fête du 10 janvier, on dit que tout l'ado il y a un signe Jomarxi qui dit ça. Le 10 janvier, c'est déjà programmé depuis 1 an, parce que ça fait 1 an pratiquement qu'on a déjà fêté. On sait que l'année prochaine, on doit encore fêter 10 janvier. 10 janvier, c'est pour remercier les esprits. Un esprit qui t'a gardé jusqu'à 1 an, tu dois le remercier. Donc, les préparatifs, ce n'est pas à cause de l'élection qu'on ne doit pas préparer
les 10 janvier pour les esprits. Ils vont se fâcher contre nous. Que Dieu n'ose que les esprits se fâchent. Et membres de nos ancêtres, ils vont se fâcher contre nous. Ces préparatifs de Cotonou et environ impliquent les autorités locales, notamment ce chef quartier qui assure la coordination de la zone afin d'organiser l'arrivée des invités de Mag, une fête qui intervient quelques jours après le Nouvel An. Pour les adeptes, c'est une fête nationale que tout Béninois doit célébrer avec fierté. D'abord, à partir de ce soir, il y a des prières de nuit qu'on doit faire chez l'agence centrale du littoral. J'ai la chance que le siège est dans mon quartier. Je suis obligé de participer à la prière de ce soir et la prière de demain matin. La fête se prépare bien. Mais il y a la merveille de Cotonou qui a choisi un endroit pour fêter. Et nous irons ensemble avec le C, avec tout le monde pour fêter. Mais ce soir, tous les couvents, le maire a déjà envoyé des boissons pour tous les couvents de Cotonou. Et c'est la fête sur la belle demain quand même. Asia, ça Mena kpli, tole na kpli, hunone na kpli, vodun gangale na kpli bo. Yina do degbe dako do so. Na tole po mene o gangale wa wo fian. Yina do degbe do so. Egbe kan veye egbe mi no gun kuva le kuko mo ko de. Tu vas savoir que ce soir maintenant, il y a veille de Zangbeto. Parce que je suis le devancier à Papa Gangbo de 2e arrondissement ici. Donc les Zangbeto, ils vont faire veille et ceux qui vont immoler à notre Tolegba, ils vont immoler ça à Tolegba pour le remercier d'avoir encore fait son boulot parce que Tolegba, c'est lui qui bloque le chemin aux mauvais esprits. Malgré la morosité économique ambiante chantée dans l'opinion, les divinités vont danser pour égayer le public et prier pour que la paix règne au Bénin. Tassino, au trône, Petreka, Petro Venon, Atigaleno, Mamino. Mouven kin atinano odan vodu dan sapata dudua mi yo emepi do yemepi yeniwa ye do wan ho wa fi mi do no po odu vodu pe lo. Des prières à l'endroit des divinités pour implorer leur bénédiction à l'occasion de la célébration de la fête des religions endogènes, édition 2023. À la veille de cette célébration, les responsables des cultes vaudous se mobilisent pour rendre la commémoration attractive. Pour chaque année, les familles se réunissent avec moi et on célèbre la fête ensemble. Nous faisons des prières pour toute la nation. On se prépare déjà. On a déjà mis tout à la disposition. Donc demain, au plus grand temps, à partir de 8h, les choses vont commencer. Chacun se prépare autant que se peut dans son couvent. Seulement que nous apprenons que la célébration officielle se déroulera à Clos, dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans les couvents, tout se peaufine donc pour donner un caractère particulier à la célébration du 10 janvier de cette année. 10 janvier, il y a un 10 janvier, le 10 janvier est pour nous, adeptes de culte endogène, une occasion de célébration de nos ancêtres. Il y a des cérémonies que nous faisons et on commence par la prière. Et mis à part la prière, il y a une cérémonie que nous faisons qu'on appelle Sekpipi. C'est un genre de cérémonie, on rencontre son destin et on formule ses vœux et on demande des bonnes choses. Et on confie aussi ses ennemis aux forces surnaturelles de nous protéger, de nous sauver dans leurs mains. Fodo do notre enfant. Fa do notre enfant. Legba do notre enfant. Sabata do notre enfant. La célébration de toutes les divinités est synonyme de paix. Nous allons prier avec de l'eau et une boisson sucrée.
la paix sera éternelle. En attendant la célébration proprement dite, les préparatifs vont bon train et ne souffriront d'aucune insuffisance. Ces résonances du gong et cette flamme allumée par le maire Charlemagne Yankoti marquent le lancement officiel de la 6e édition du Festival international de Porto Novo. Population, autorités politico-administratives, têtes couronnées et festivaliers, ils ont massivement effectué le déplacement du stade de Charles de Gaulle pour vivre la cérémonie d'ouverture. Le Festival international de Porto Novo, dès sa première édition déjà, transcendait l'image de simples retrouvailles identitaires. Ses géniteurs l'avaient pensé dans une vision plus large, celle de faire de la richesse et de la diversité culturelle de la ville l'un des principaux moyens de son développement. Par son festival international, donc la ville de Porto Novo entend offrir au monde entier et au Bénin ce qu'elle a de spécial, en vue de gagner en visibilité et de capter les ressources pour son développement. C'est le lieu de remercier chaleureusement le gouvernement du président Patrice Talon pour son appui dont nous avons besoin pour l'organisation de l'édition 2023 du FIP, mais aussi pour les éditions à venir. Nos remerciements vont également à la Fondation Claudine Talon, à l'ambassade de France, à l'ambassade de Chine. En 6 ans d'existence, le Festival international de Porto Novo est devenu un label qui s'innove pour révéler les potentialités du patrimoine culturel et cultuel de la ville de Porto Novo. Et c'est bien pour cela qu'il a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires, notamment celui du ministère en charge de la culture. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, le tourisme, la culture et les arts sont devenus des secteurs stratégiques. Deuxième pôle d'investissement après l'agriculture, cette option inédite dans l'histoire de notre pays permet de mettre en orbite la culture et les arts, dont le développement offrira au tourisme, à la destination Bénin, des contenus de qualité et une plus-value majeure pouvant générer des emplois et une économie importante. Qu'il me soit alors permis de dire l'admiration du gouvernement pour les choix judicieux et ambitieux qu'ont fait le conseil municipal de Porto Novo et le maire en perpétuant le Festival international de Porto Novo qui passe de sa périodicité biennale à un rendez-vous annuel. Nous voici donc réunis pour la 6e fois pour célébrer et montrer au monde entier ce qui fait l'exception culturelle de la cité d'Aïnovi. Passé la phase protocolaire, le public a eu droit à un spectacle inaugural dénommé Incinéré, une mise en scène de Alou Bendine qui retrace le parcours des trésors royaux depuis leur déportation en France jusqu'à leur retour au Bénin. Ainsi lancées, les manifestations de cette 6e édition du Festival international de Porto Novo vont s'étaler sur 7 jours. Le dimanche 8 janvier 2023, les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire les députés de la 9e législature de l'ère du renouveau démocratique de notre pays. Pour ces législatives, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a déployé 714 observateurs dans les 77 communes et dans 546 arrondissements. Du démarrage au dépouillement, il y a eu une moyenne de 700 postes de vote rapportés. De l'analyse de quelques données rapportées. Du démarrage des opérations de vote à 7 heures. Des rapports envoyés par 700 observateurs sur 714.
33,42% des postes de vote ont effectivement démarré les opérations de vote à 7 heures, conformément au code électoral. En revanche, 66,58% des 700 postes de vote ont accusé du retard. À la fin de notre mission d'observation électorale, la salle de situation électorale fait les constats suivants qu'elle voudrait partager avec vous. Plus la compétition est inclusive, moins, nous semble-t-il, il y a de la tension au niveau de la population. Et au regard de l'évolution de la présence des délégués des partis politiques au poste de vote, il ressort que ces derniers ont été plus intéressés par la phase de dépouillement. Nous avons ainsi observé qu'à l'ouverture, il n'était présent qu'à un taux de 21,42% pour 29% lors du dépouillement, avec une légère évolution lors du déroulement lui-même du scrutin, autour de 22,62%. Au titre des défis à relever, la plateforme électorale des OSC du Bénin note la nécessité pour les partis politiques d'améliorer quand même leur participation dans les postes de vote pour la surveillance et la sécurisation des opérations de vote. Nous notons également le démarrage à l'heure des opérations de vote comme un défi quasi perpétuel, la qualité de la formation des agents électoraux comme un point toujours à l'ordre du jour, et enfin la nécessité d'améliorer le fameux taux de participation des citoyens par une éducation électorale continue. Conclusion préliminaire. En dépit de ces insuffisances enregistrées, la mission se réjouit des bonnes conditions de l'organisation du scrutin sur l'étendue du territoire béninois. En conclusion, je déclare que les élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin se sont déroulées globalement conformément aux tests et la loi de la République du Bénin et au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et bonne gouvernance. La mission félicite toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusqu'à là pour la tenue des élections dans un climat apaisé. La mission exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les canaux législatifs annoncés et de publication des résultats et de s'abstenir de toute proclamation anticipée qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusqu'à là. La mission exhorte la Commission électorale à proclamer les résultats dans les meilleurs délais afin d'apaiser la situation et de lever toute suspicion. La mission continue d'observer la suite des processus électoraux et pourrait à nouveau se prononcer si cela s'avérait nécessaire. À cet égard, la mission exhorte la Sénat à maintenir le même niveau de professionnalisme dans les phases suivantes du processus. À cet stade, la mission formule recommandations suivantes. À l'endroit des autorités du Bénin, en collaboration avec l'organisation de la société civile, encourager et continuer à promouvoir toutes les initiatives au fin d'accroître la participation des citoyennes aux élections. À l'endroit des partis politiques, s'abstenir de toute proclamation prématurée des résultats.
recourir aux voies de recours législatif en cas de contentieux. En tant que Béninois, je suis très fier de mon pays, fier des autorités béninoises qui ont offert l'occasion à la démocratie de s'exprimer encore une fois dans notre pays. Et vous savez, les observateurs que nous avons invités ici ont tous reconnu que le Bénin est un territoire démocratique. Et c'est pour ça que je saisis l'occasion pour féliciter la Sénat et toutes les institutions impliquées dans l'organisation de cette élection, parce que vous savez, depuis 1995, je suis les élections dans ce pays et c'est la première fois que je vois dans des bureaux de vote des représentants de partis qui savent pourquoi ils sont là, qui ont lu le processus électoral, les différentes procédures, et qui connaissent les tests malgré leur jeunesse. Donc c'est quelque chose à reconnaître. Aussi bien le staff électoral que les membres, les délégués de partis politiques qui étaient présents dans les bureaux de vote, ils savaient pourquoi ils sont là. Si on fait une comparaison dans les 15 États que nous gérons en matière électorale, je pense que le Bénin a encore fait une différence et chaque observateur ici a appris quelque chose de ce qui s'est passé hier. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Allez, 7h45 minutes. Si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin. Bienvenue sur Actu Matin, le rendez-vous des sports avec vous, Hakim Oussedi. Bonjour. Christian Dandeyan, bonjour mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour. Après, je dirais quoi, la parenthèse qui a été faite sur la rubrique Les Sports durant donc la campagne électorale et médiatique pour le compte des législatives de janvier dernier, du moins du 8 janvier dernier. Et bien, on renoue avec les rendez-vous sportifs sur Actu Matin. Et ce matin, au menu de Sport Matin, on parlera foot avec les rencontres au programme de la 14e journée de la Ligue professionnelle, c'est ici au plan national. On dira un mot sur le coup d'envoi ce mercredi de la 28e édition du championnat masculin du monde de handball qui regroupe bien évidemment 32 nations pour le compte de ce rendez-vous. Commençons déjà par donner des nouvelles des rencontres qui vont se disputer ce mercredi, comme tant pour, disais-je tout à l'heure, la 14e journée de la Ligue professionnelle de football dans la zone A. C'est bien la zone qui comporte les clubs de la partie septentrionale. Et bien, ce mercredi, du côté du stade Atioukma de Diougou, vous suivrez ce que j'appellerais le classico entre les Panthères de Diougou et puis les Buffles Football Club de Parakou. Les visiteurs sont l'équipe leader en ce moment au niveau de la zone A. Damissa joue contre US Cavalier. C'est à partir de 16h. À la même heure, toujours à Diougou, vous suivrez aujourd'hui, mercredi, l'explication alléchante annoncée entre Dynamique Football Club et puis AS Takouné de Kandi. Pendant ce temps également, ce mercredi toujours à 16h à Parakou, vous suivrez l'explication entre Real Sport qui a commencé par retrouver des sensations, une victoire, un match nul, et bien Real Sport jouera contre Dynamo Football Club de la même ville, et c'est bien Beke de Bembeleke qui est au repos à l'occasion de cette 14e journée de la Ligue professionnelle de football. Dans la zone B, allons voir les rencontres qui vont se disputer ce mercredi. À Boycon, AS Tonnerre joue Lotto Football Club. Rodio sera en déplacement puis affronter Dadje Football Club. C'est à partir de 16h. Pendant ce temps, Dynamo d'Abomey jouera contre Espoir de Savalo qui boit du noir depuis déjà quelques journées. Soleil de Cotonou joue contre Banigansé Football Club. Énergie Football Club est au repos pour le compte de cette 14e journée. Dans la zone C, Aziza joue Sitatunga. Sitatunga qui s'est donc
séparé de son entraîneur. AS Police joue contre les Requins de l'Atlantique à 16h. Et puis, l'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac a pour adversaire Coton Football Club, une rencontre qu'il faut absolument suivre. Le vainqueur, notamment, si entre-temps c'était Coton, eh bien, filera directement pour le compte de la Super League professionnelle. Dans la zone D, 3 rencontres vont se disputer ce mercredi. Soubemap Sport joue contre la JA Ketou. La jeunesse sportive Ouida recevra les Dragons FC de la capitale. Et puis, la jeunesse sportive de Pobet a pour adversaire ce mercredi Asvel Football Club. Toutes ces rencontres sont prévues pour se disputer ce mercredi. Ce sera à partir de 16h. Coup d'envoi donc au niveau donc, des différents stades qui abriteront ces différentes rencontres. C'est bien 16h et vous aurez le compte rendu, notamment l'épilogue de ces différentes affiches. Demain, quand on va se retrouver sur Sport Matin, d'Actu Matin, ce sera bien évidemment le jeudi. Football, toujours, on va parler foot, mais avec, je dirais quoi, un clin d'œil sur un club européen, notamment la Ligue 1 du côté de la France, pour faire constater que, eh bien, ce club continue pas à faire des émules ici au plan national. Le Paris Saint-Germain, pour faire un peu plus précis, dont les fan clubs ne cessent de se multiplier, c'est le constat qui a été fait cette fois-ci. Eh bien, c'est une nouvelle association des supporters du Paris Saint-Germain qui vient d'être créée. C'est ici chez nous au Bénin. Il s'agit du Paris Saint-Germain Bénin Forever. Suivez ici le reportage que nous propose Ali Moumouni sur l'Assemblée Générale Constitutive. Allez, Paris Saint-Germain, allez, Paris Saint-Germain, allez. Ils sont fans du club de football Paris Saint-Germain. Ils sont des supporters indéfectibles. Ils sont des Béninois, mais la distance ne les empêche guère d'exprimer leur amour pour cette équipe. Aujourd'hui, ils décident de se mettre en association pour davantage soutenir leur club de cœur. PSG Bénin Forever, c'est le creuset que ces jeunes férus du Curon ont porté sur les fonds baptismaux. Pour les 3 ans à venir, je compose comme suit. Président, Dr Salouf Moukaïla. Vice-président, Lidéou Mermoz. Secrétaire général, Mbeme Philippe. La nouvelle interface des fan clubs de PSG au Bénin sera dirigée par une équipe de 11 membres pour les 3 prochaines années. Et déjà, ils formulent des vœux pour leur équipe au titre de la saison 2023. C'est maintenant ou rien. C'est maintenant qu'on va gagner la Champions League, s'il plaît à Dieu. Plus qu'une association de supporters, PSG Bénin Forever entend se rendre disponible pour accompagner les couches défavorisées. Et donc, je voudrais qu'on reste soudés comme on est, qu'on reste en famille et qu'on fasse de grandes choses ensemble. Que nos frères et sœurs béninois qui sont dans des situations matérielles et financières plus difficiles que les nôtres, sachent qu'il y a un groupe de supporters parisiens qui se soucient d'eux, qui se cotisent de l'argent, qui viennent organiser des tournois, qui viennent soutenir des orphelinats, au lieu de rester juste un groupe qui crie quand il y a match. C'est une nouvelle expérience qui commence ainsi pour ces jeunes férus du football et fans du PSG. J'aime bien cette fougue de supporters. Ils sont au Bénin, ce sont des Béninois qui sont supporters furieux, comme vous le constatez, Christian, du Paris Saint-Germain, club français de Ligue 1. Et dans la foulée, ce qu'on a entendu, le président dit que le club, l'association Paris Saint-Germain Forever volera au secours des couches défavorisées. C'est bien entendre. Je veux bien voir comment ça va se passer dans l'élaboration et dans la mise en œuvre sur le terrain. De toute façon, les visages sont connus. Quand on aura, je dirais, des sollicitations de personnes désireuses de se faire accompagner par Paris Saint-Germain Forever, eh bien, il y a quand même une figure qui ne disparaîtra pas, c'est celle d'Hospice Métoli, confrère donc sur
la télévision nationale. Sport toujours ce matin, Christian. On va nous intéresser maintenant au handball, pour parler bien évidemment du tournoi de hand masculin. C'est bien le mondial qui démarre ce 11 janvier 2023. Le tournoi se dispute en Pologne et puis en Suède. Ça va durer jusqu'au 29 janvier 2023. Voici pour les amis téléspectateurs les différents groupes. Ça fait au total 8. Dans le groupe A, on retrouve l'Espagne, le Monténégro, l'Iran et puis le Chili. Dans le groupe B, nous avons la France qui fait partie, du moins, qui est l'équipe la plus titrée pour le compte de cette compétition. C'est vrai que les dernières éditions de ce mondial, de cette épreuve masculine, a été remportée par le Danemark. C'est en 2019 et 2021. Et donc, le Danemark se retrouve être donc l'équipe championne en titre de cet exercice. La France est accompagnée de la Pologne, de la Slovénie et puis de l'Arabie Saoudite. Dans le groupe C, on retrouve la Suède, le Brésil, l'Uruguay, le Cap-Vert, l'une des équipes africaines présentes donc à ce mondial 2023. Dans le groupe D, nous avons la Hongrie, l'Islande, le Portugal et puis la Corée du Sud. Le groupe E est composé de l'Allemagne, la Serbie, le Qatar et puis l'Algérie, autre représentant africain donc à ce mondial de handball 2023. Dans le groupe F, on retrouve la Norvège, la Macédoine, l'Argentine et puis les Pays-Bas. Dans le groupe G, nous avons l'Égypte, nous avons la Croatie, nous avons le Maroc et puis les États-Unis, deux équipes maghrébines qui représentent donc l'Afrique à ce mondial 2023. Enfin, dans le groupe H, nous avons le Danemark, Bahreïn, la Tunisie et puis la Belgique. Ce sont donc les 32 nations présentes donc du côté de la Pologne et puis de la Suède pour le compte de ce mondial de handball. Voilà un peu présenté. Donc la compétition regroupe, disais-je tout à l'heure, 32 équipes réparties en 8 poules, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Dans le tour préliminaire, bien évidemment, les 3 premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour principal qui est organisé en 4 poules de 6 nations. À l'issue donc de ce deuxième tour, eh bien, les 2 équipes les mieux classées de chacune des 4 poules rejoignent donc les quarts de finale. Le reste du parcours, vous pouvez le déduire aisément, c'est bien vers la finale avec 2 demi-finales, une petite et puis une finale. Les 8 équipes éliminées dès le premier tour, donc le tour préliminaire, se disputeront la Presidents Cup. C'est comme ça qu'on dénomme donc cette compétition qui se retrouve donc animée à l'occasion toujours de ce mondial. Un tournoi qui répartit les équipes dans 2 groupes de 4 pour déterminer le bas de classement final du championnat du monde. Vous suivrez ce mercredi 11 janvier une rencontre très intéressante. C'est à partir de 21h, Christian, entre l'un des pays organisateurs, la Pologne, et puis la France, l'équipe la plus titrée de cet exercice. Voilà, résumé ce mercredi matin, l'actualité sportive. Vous aurez les échos de façon régulière de ce mondial qui se dispute en Pologne et puis en Suède. C'était les sports ce matin. Et nous vous disons bien merci à Kimé pour ces informations sportives au profit de nos téléspectateurs fidèles de cette émission Actu Matin. Le forum de discussion va s'installer à partir de cet instant. On reviendra donc sur l'ambiance électorale marquée donc par l'attente des résultats provisoires du scrutin du dimanche 8 janvier dernier du côté de la Sénat et puis à la Cour constitutionnelle les résultats définitifs et le journal Fraternité qui ce matin met l'accent sur une particularité qu'il faudra prendre en considération dans les années à venir, les joutes électorales à venir, notamment l'utilisation du digital, du numérique pour des résultats plus rapides. On va interroger les débatteurs là-dessus dans cette émission et puis avec notre expert, notre juriste qui sera avec nous en plateau. On reviendra sur l'attribution des sièges, le mode de calcul, quelle est la méthode utilisée pour attribuer les 109 sièges du Parlement 9e législature aux formations politiques qui se feront représenter. Il sera avec nous Franck
Ok, notre invité. Et puis, dans la suite, on dira un mot également sur la tenue de la 6e édition du Festival international de Porto Novo. Nous sommes toujours dans la fière du 10 janvier. C'est à ce moment précis également que le Festival international de Porto Novo est lancé. On dira un mot sur cette diversité culturelle qui se fera découvrir du côté de Porto Novo pendant 7 jours. Restez avec nous, Actu Matin se poursuit. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bonjour. Bonjour Christian de Légion. Bienvenue. Merci. Wahamali Para, merci d'être là. Hakim Mousseni, il va nous rejoindre Franck Coquet dans un instant pour nos discussions. Alors, cher monsieur, le Bénin des législatifs, le Bénin qui est toujours en attente, 72 heures après le scrutin du dimanche 8 janvier dernier. C'est toujours la grande attente, sérénité ou pas dans les partis politiques qui ont pris part à cette compétition, sérénité ou pas chez les candidats. Et il faut le dire, la question reste posée, même du côté des réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Et bien, les internautes de tel ou tel parti politique se livrent une guerre des chiffres. Wahamali Para. Oui, il y a sérénité chez certains, il y a discipline chez d'autres, il y a indiscipline également d'un autre côté. Il y a certains qui essaient de profiter de ce silence, c'est-à-dire de ces quelques jours qui ont suivi le déroulement du scrutin, n'est-ce pas, pour se livrer à une guerre des chiffres qui, ma foi, ne se justifie pas, parce que ce n'est pas le candidat même qui proclame les résultats, ce n'est pas le parti politique en compétition qui proclame les résultats. Il y a les institutions spécialisées et habilitées en la matière, donc il suffit juste de faire preuve de patience. C'est vrai, nous sommes en plein 21e siècle et qu'on pouvait profiter, ma foi, des technologies qui ont avancé de manière à soulager tout le monde, c'est-à-dire ce travail psychologique, cette pression psychologique que nous nous livrons, parce que nous avons vu d'autres grandes démocraties faire un grand effort. C'est quand il y a des contestations qu'on revient à la méthode que le Bénin est encore en train d'utiliser. C'est vrai, nous ne sommes pas le seul pays de la sous-région qui est encore à cette étape, mais je pense que sur le plan national, nous avons fait des avancées avec la technologie. On a même un ministère dédié à cela, le ministère du numérique. On devrait, ma foi, tenter d'explorer cette piste-là qui, je me dis, peut être vraiment concluant. En exploitant donc le numérique, on aurait pu déjà, avant minuit, en tout cas après la fermeture d'un bureau de vote, savoir quelles ont été les réalités du terrain de ce bureau de vote là, pour ne pas dire des centres de vote en question. Donc je crois que au-delà de tout,
il faut qu'à l'avenir, on pense à cela. D'accord. Maintenant, pour l'instant, parce que c'est ça qui est l'actualité, pour l'instant, ce que nous constatons, c'est la guerre des chiffres par ici, les réseaux sociaux qui sont devenus, je dirais, le champ. Ça va dans tous les sens. Voilà, dans tous les sens, le champ de tir de tout le monde, des contestations par ici. Chacun réclame la victoire, alors que dans le centre de vote en question, on sait ce que nos micros et caméras au moins ont filmé, puisque nous avons mobilisé bien d'équipes sur le terrain. Bref, il y a des institutions qui sont habilitées à proclamer les résultats. On va faire preuve de patience. C'est vrai, c'était annoncé entre le 11 et le 12. Ce matin, en venant, j'ai cru avoir entendu au niveau d'une chaîne internationale que la Sénat, n'est-ce pas, travaille à ce qu'au plus tard le week-end, n'est-ce pas, nous soyons situés sur les résultats provisoires. D'accord. Sentez-vous, Herman Niamboussou, les partis politiques et leurs candidats plongés dans une certaine impatience, ce sont 12 heures après le scrutin? Bon, je pense que quand on fait un peu une appréciation globale de la situation, le contexte se prête bien à cette guerre des chiffres. Parce que justement, depuis dimanche, jour des élections, il y a eu compilation des résultats, nous a-t-on dit. Du côté de la Sénat également, ça se passe parce que ça doit quitter les arrondissements pour aller vers la Sénat elle-même. Je pense que même du côté de la Cour constitutionnelle également, on a vu des images de cantines qui sont en train d'être déployées là-bas et tout. Donc je pense que chaque institution joue son rôle. Maintenant, de là à publier des chiffres sur les réseaux sociaux, je pense que c'est de bonne guerre. Sauf qu'ici, on attend que la Sénat, qui est chargée de publier les résultats provisoires, puisse les publier. Et ainsi, je pense que toutes les rumeurs pourront être tues. Pour ma part, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut aller vers une plus grande digitalisation du système pour permettre qu'on ait les résultats de façon rapide? Vous savez, des résultats mal prononcés peuvent créer des situations indescriptibles dans notre pays et sous nos cieux d'ailleurs. En Afrique, vous avez dû constater avec moi que la plupart des conflits naissent du fait que oui, on se précipite pour proclamer les résultats, ou alors on ne veut pas que les résultats soient proclamés. Je pense que s'il faut un bout de temps pour que la Sénat publie les résultats provisoires, quitte à ce que la Cour constitutionnelle vienne les valider ou les infirmer, je pense que s'il faut ce temps-là, le temps de l'attente ne va pas être difficile pour nous, parce qu'on a déjà attendu au moins le processus électoral, ça a commencé depuis des mois, que ça finisse bien. Je pense que c'est ce que chacun de nous devra rechercher. Et c'est le souhait de tout un chacun. Comprenez-vous ces tirs croisés, Hakimé Seydou Ousseini, ces tirs croisés, loin de là où ça se passe, c'est-à-dire loin de la Sénat, loin de la Cour constitutionnelle, mais beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux? On devrait aisément comprendre, je dirais, ce que vous appelez tir croisé, la nature ayant horreur du vide. On a quand même fini de voter depuis le dimanche. Et le dernier bureau de vote n'a pas fermé le lendemain du dimanche. C'est peut-être au plus tard à 21h ou 22h, peut-être pour certains. Donc, vous voyez, depuis la fermeture du dernier bureau de vote, il y a quand même eu, Christian, des déploiements qui ont eu lieu sur place devant des regards curieux et des regards témoins, notamment par exemple de façon très officielle au niveau du personnel électoral, les représentants des candidats ou bien des partis politiques. Donc en réalité, à cette étape première, les résultats sont quand même des résultats bruts, et puis c'est au regard d'ailleurs de ces résultats qu'on a eu quand même des grandes tendances, et où je crois que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a encore dit que n'a pas doigté certains partis être candidats à la répartition des sièges. Sur les 7, c'est que Oubiet Obi, on a quand même pu entendre dire par la majorité des Béninois et par la majorité des personnes descendues sur le terrain que par exemple l'UDBN, Mouel Bénin, le MPL et puis la Force Groupe Bénin émergent ont été les derniers de la classe, pour ainsi dire les choses, et que dans le lot de ceux qui peuvent prétendre à la répartition des sièges, nous avons pas dans l'ordre le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau et puis les démocrates. Si on a pu dire ça, si jusqu'à présent toutes les spéculations se font autour de ces trois partis, c'est qu'il y a quand même des éléments scientifiques sur lesquels les gens se sont
basé pour en arriver à ces analyses. Et donc, depuis dimanche, on a eu lundi, Christian a mardi, et là nous sommes mercredi. C'est normal que les gens s'impatientent. C'est normal que les gens puissent se demander, mais pourquoi est-ce que ça dure? Parce que bien évidemment, on aurait voulu que les choses aillent plus vite. Parce que c'est terminé quand même le vote. Nous sommes à l'étape de la compilation. En tout cas, le travail qui se fait au niveau de la Sénat en attendant que la Cour puisse être... Du moins, la Cour aussi est dans la même danse, en attendant que la Cour ne vienne en dernier ressort proclamer les résultats définitifs après, bien évidemment, la délibération sur les contentieux électoraux. Donc, je crois que c'est de bon droit que les populations s'impatientent. Et vous avez vu un peu, c'est vrai que ce n'est pas encore trop alarmant sur les réseaux sociaux. Il y a des partis politiques qui insistent et précisent qu'il va falloir que les résultats sortis des urnes soient les résultats proclamés par les deux institutions qui ont en charge cet exercice pour le compte, donc, je dirais, de l'acte final du processus électoral. Donc, de bon droit, on peut comprendre ce qui se fait. Ce qui est déjà aussi intéressant, c'est que, je crois que vous l'avez entendu dire par le représentant, pas Francis... voilà. Qu'on peut se réjouir que ça ne va pas pour l'instant dans tous les sens. Il y a quand même cette sérénité presque un peu observée en attendant que la scène intervienne. Mais je crois que, comme tentait de l'expliquer tout à l'heure, c'est ce point de notre système électoral qu'il faut revoir. Il faut qu'on en arrive véritablement à ce qu'après l'expression du vote des populations, que quelques heures plus tard, qu'on puisse quand même avoir les résultats. Que chacun soit fixé et qu'on passe à autre chose. Pour éviter qu'il y ait tellement de suspicions. On est en train de fabriquer les résultats. Ce n'est pas de mon ressort, je dirais, de tenir ces propos, mais c'est des choses qui sont entendues et qu'il faut à l'avenir travailler à ce qu'on ne les entende pas. Et pour ne pas entendre ça, il va falloir forcément qu'on puisse travailler à digitaliser ce point du système électoral afin que, aussitôt terminé, que ça ne dure pas 24 heures comme ça se fait un peu partout ailleurs, qu'on ait quand même déjà certains résultats et que lorsqu'il y a vraiment contestation, par exemple comme on le voit aux États-Unis, là on revient au décompte manuel et puis bon voilà, et ça peut durer 2, 3, 4, 5 jours parce qu'on a constaté que même aux États-Unis il est arrivé que les élections soient terminées et que ce soit 4, 5, 6 mois, un an même plus tard, qu'on finisse par vider un contentieux au niveau d'un poste ou bien d'un centre de vote. En gros, pour le moment, les regards sont encore totalement tournés vers et la Sénat et la Cour. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le 11. Demain, c'est le 12. Parce que la Sénat si ça va être encore jusqu'au week-end, franchement, quoi... on n'est pas allé à l'examen, mais c'est comme un examen. Et donc les populations attendent que... Oui, la Sénat est toujours dans les délais, Oui, la Sénat est dans les délais. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Les grandes démocraties dans lesquelles il y a une sorte de vote électronique, je pense qu'on peut, et Akimé fait bien de nous rappeler que même dans ces pays-là, qu'il est déjà arrivé qu'après des élections, qu'on en arrive après contestation, à ce que on aille vers le décompte manuel. Oui, justement, parce que pour dire qu'au Bénin, on n'a pas encore atteint ce niveau-là où on peut voter via les plateformes électroniques et tout. Donc je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est cela. Maintenant, dans le processus de vote chez nous, il est prévu quand même des PV, des procès-verbaux. Est-ce que la Sénat prend tout son temps pour étudier ces procès-verbaux-là avant de proclamer le résultat, ne serait-ce provisoire, pour pas non plus qu'il y ait un grand fossé entre ce que la Sénat dit et ce que la Constitution va dire après. Je pense que c'est également sur ces deux bancs-là qu'il faut jouer. Moi, en attendant le fossé dont parle peut-être Herman, c'est que nous avons des raisons d'être exigeants quant à ce qu'il faut quand même que ce point de notre système électoral soit revu. Parce qu'il y a quand même un travail formidable qui a été fait par le ministère dédié à la digitalisation, le ministère du numérique. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous tapez votre certificat de nationalité. Il y a tellement de documents qu'on retire aujourd'hui très facilement parce que, on a complètement digitalisé le système. Donc, je crois que si on a réussi à faire ça, c'est qu'il y a des compétences en la matière. Il va peut-être falloir ajouter quelques experts électoraux pour qu'on voie ce qu'il faut juste réajuster
pour que nous nous retrouvons à l'ère, je dirais, de cette technologie. Parce que moi, franchement, le ministère de l'économie numérique a quand même fait un travail formidable au point où on a des raisons d'exiger que, eh bien, on puisse quand même confier ou associer ou faire associer à ce ministère, je dirais, quelques éléments et quelques têtes et quelques compétences au fin de ce qui est bien, au terme, à la fermeture des bureaux de vote. Parce que quand même, le décompte a été fait de façon manuelle. Si vous sortez, c'était possible qu'on sorte tous les tableaux de décompte, c'est qu'on a quand même des résultats. Il n'y a rien à faire. Des procès-verbaux ont été signés par tout le personnel électoral et avec les représentants des partis politiques, les délégués. C'est tout un accident qui a fait ce travail. Et donc, attendre 2 jours, 3, 4, 5... Une semaine. Quand on rame pas de week-end, franchement, allez. Ce qui justifie même, je dirais, cette exigence que souligne Akime, c'est bien entendu le fait que, par exemple, une des pièces maîtresses qui a permis, par exemple, de faire le vote nous vient de l'ANIP. L'ANIP qui a utilisé, ma foi, les compétences, je dirais, de ce ministère dédié, donc le ministère du numérique. Ça veut dire quoi? Que je connais mon centre de vote. J'ai procédé à un changement de bureau de vote par voie électronique, donc à travers mon smartphone. Donc depuis la maison, ça allait faire le rang, ça allait taper à une porte au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes. C'est le numérique qu'on a utilisé. Ça veut dire que c'est faisable. Il va donc espérer que pour les prochaines fois, le législateur permette d'épousseter le code électoral de manière à ce que tout le monde soit associé, les compétences, les teintes pensantes en la matière puissent être associées et que vraiment on aille. Il faut oser à des moments donnés. Et bien entendu, on a osé et on a obtenu des résultats. C'est vrai, Herman a souligné un pan qui n'est pas négligeable. C'est vrai, il faut prendre le temps qu'il faut, mais il faut travailler également à réduire le choc psychologique qu'une élection que nous avons tous souhaité être une fête puisse causer après aux gens. Parce que ça multiplie des suspicions qui justifiaient ou non. Surtout avec les réseaux sociaux où ça va dans tous les sens. Vous voyez par exemple la campagne est censée finir à une heure et à une date bien précise dans le code. Mais cette campagne se poursuit, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Il y a des institutions chargées de proclamer les résultats. Vous verrez que les médias conventionnels ont travaillé à jouer les professionnels, mais sur les réseaux sociaux où tout le monde se proclame journaliste, n'est-ce pas, les résultats sont proclamés, les travaux, vous voyez la guerre des chiffres. On a vu des tableaux qui sont publiés. Même là, il faut saluer aussi que ce n'est pas allé dans tous les sens. Oui, c'est vrai. Moi, je m'attendais à voir pire, mais au jour d'aujourd'hui, il va vous être difficile d'indexer, je dirais, le code du numérique. Exactement, qui se lance, je dirais quoi, dans une proclamation farfelue des résultats. Au fait, tout aujourd'hui tourne autour de 3 parties. Vous voyez, il y a quand même aujourd'hui, il y a une certaine évidence. Une forme exactement, il y a une évidence. Bloc et Union progressiste, le renouveau, les démocrates, Bloc républicain. Ça, l'évidence, aujourd'hui, on a beau tourner dans tous les sens. Les gens s'accordent à ça. En attendant qu'on nous propose l'ordre d'arriver de ces trois différentes parties. Donc, si ça a été déjà fait, je dirais quoi, sans qu'on ait besoin de grandes technologies, c'est que tout au moins, si on associait la technologie dont on parle ce matin, on aurait au moins les grandes tendances. Il s'agit des grandes tendances, en attendant que, eh bien, on rentre dans les détails pour ce qu'il y a autour. Voilà. Sans oublier que le mode de calcul. On va en parler tout à l'heure. Deux juristes mathématiciens. Encore rapidement sur la question des grandes tendances, n'oubliez pas que le processus électoral au Bénin a évolué. On entend parler de grandes tendances. Et parce que ça a créé des désagréments, ça a créé des situations. Qu'est-ce qu'on a Le législateur a dit désormais que la Sénat publie les résultats provisoires. Et donc il n'y a plus de grandes tendances. Parce que, attention, les grandes tendances peuvent devenir on a vécu au Bénin ici des situations où les grandes tendances avaient tendance à faire partie certaines personnes et après cette donc voilà, je pense que c'est... Alors, Franck Oké, bonjour.
Bonjour, monsieur Adandégan. Bienvenue sur Actu Matin. Nous sommes en train d'élaborer autour de l'après-scrutin du dimanche dernier. Nous attendons toujours les résultats et on interprète un peu cette analyse profonde du journal La Fraternité qui pense plutôt que prochainement il faudrait qu'on vise beaucoup plus le digital pour la proclamation des résultats. Cela pourrait éviter les suspicions, les inquiétudes autour. Qu'est-ce que vous en dites? Merci M. Adandégan. J'ai eu la chance de suivre les différentes interventions. Je pense que nous ne pouvons pas nous mettre en retrait de l'évolution technologique et c'est une grâce. Déjà, le pape François disait que Internet est un don de Dieu. Moi, je pense que la technologie, dans son évolution, dans sa progression fulgurante, devrait nous permettre de sortir de ces difficultés post-électorales et de nous proposer plus une célérité au niveau de la proclamation, tout au moins provisoire des résultats, parce que, comme chacun de vous a eu à le répéter, la facilité avec laquelle les acteurs politiques, les réseaux sociaux relaient les tendances des chiffres est de nature à porter un discrédit parfois sur le processus électoral tant que les instances officielles continueront à traîner dans leur mécanisme de restitution des résultats. Lorsque nous regardons un peu dans la sous-région, j'ai l'impression que nous sommes effectivement en retard parce que les récentes élections au Sénégal ont quand même permis en 24 heures d'avoir une idée plus ou moins affinée des résultats des législatives. Je crois que France Inter, 24 heures après, donnait déjà les résultats sortis des urnes. Nous devons pouvoir surfer, en plus que le gouvernement béninois fait de la digitalisation et de la dématérialisation un chantier important de son programme d'action. Je crois qu'on devrait pouvoir profiter de cet espace-là pour accélérer un peu le processus de délibération après élection. Je pense quand même qu'il y a un travail formidable qui est fait au niveau de la commission électorale, notamment pour la déclaration des candidatures des formations politiques. On a vu le dispositif numérique qui a été mis en place et on apprend également que pour la compilation des résultats, c'est vrai que le numérique également est mis à contribution en attendant le croisement à la fin avant de procéder à la proclamation des résultats provisoires. On a des raisons d'être exigeants. Oui, c'est ça. Parce que quand nous sommes à l'ère du numérique, là, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Oui. Si vous voulez, il y a à verser à la réflexion la possibilité de décentraliser le système de compilation des résultats. Moi, je crois que les législatives sont quand même des élections, quoique annoncées nationales, mais des élections qui se font par circonscription électorale. La commission électorale le législateur peut réfléchir dans le sens de permettre désormais à la commission électorale de disposer de démembrements autonomes, pouvant déjà rendre disponible au niveau des circonscriptions électorales ou tout au moins des départements qui constituent les doublures de circonscriptions électorales, de nous permettre d'avoir au moins à pouvoir sortir les résultats provisoires de ces démembrements-là. Ça peut permettre de désengorger la commission électorale au plan national. La grande centralisation des résultats peut expliquer en partie la difficulté de la commission électorale à sortir tout de suite les résultats provisoire des élections. C'est une piste de réflexion que nous proposons, s'il vous plaît. Oui, sur Actu Matin, on fait toujours la réflexion. C'est une piste intéressante. Parce que si on arrive déjà à déplacer sur le terrain, par circonscription, des représentants des points focaux de la Sénat, c'est qu'on peut aussi avoir exactement tout le personnel électoral, c'est qu'on peut aussi avoir, je dirais, la possibilité d'installer des Sénats shots ou des Sénats ad hoc donc au niveau de ces différentes circonscriptions avec le matériel qu'il faut. Si la plateforme a pu rester à Cotonou et s'est rendu compte de ce
qu'il y a Maldon à Tayakou, dans le département de la Takura, c'est qu'en réalité aussi, la Sénat elle-même a la possibilité de le faire. Encore que la Sénat a eu aussi de ses différents retours en tenant compte, je dirais, de l'arsenal qu'elle a déployé sur le terrain. Donc, en résumé, les moyens existent. Les moyens existent. Il va falloir simplement faire des ajustements et oser. Je crois que c'est le mot en réalité. Il faut oser. Il faut qu'on arrive à se faire mutuellement confiance, comme le dirait l'autre. Si on arrive à franchir le cap confiance, c'est qu'on peut réellement mettre en œuvre les différentes propositions qui sont faites en vue de la célérité dans les résultats. Il ne faut pas être pressé pour être pressé, mais il faut être pressé dans l'efficacité et dans la sérénité, bien évidemment. Nous sommes malheureusement dans un secteur où la confiance n'est pas la chose la mieux partagée. Des acteurs politiques qui ne sont pas forcément matures, et qu'ils m'excusent un peu de l'utiliser comme ça, parce que c'est généralement de leur fait qu'interviennent des situations difficiles à gérer. Est-ce que cette démembrement de la Sénat là, est-ce qu'on leur donne tout l'arsenal juridique nécessaire pour savoir apprécier par exemple les bulletins nuls? Est-ce qu'on sait leur donner tous les éléments nécessaires pour savoir par exemple dire que oui, nous prenons sur nous d'invalider telle élection dans telle zone? Parce que justement là ça revient encore, monsieur Oké, à revenir sur les grandes tendances. Parce que si on demande à ces Sénats ad hoc là de pouvoir sortir quoi, ce ne sera pas les résultats provisoires, mais ce sera plutôt les grandes tendances, quitte à la Sénat de nous sortir après les résultats provisoires et finalement à la Cour constitutionnelle de pouvoir confirmer ces résultats là. Donc on risque d'avoir 3 niveaux de publication des résultats qui après encore, c'est eux les acteurs politiques, c'est eux qui nous induisent souvent en erreur, quitte après encore à avoir, oui, on nous a dit, nous déclarant ici, on nous a déclaré élu ici, après on nous a dit qu'on n'a pas été élu, et l'autre vient, et donc on va passer encore de situation en situation, je ne sais pas, c'est des pistes de solutions. Toujours est-il qu'on l'avait déjà dit le lundi dernier, c'est qu'il faut à l'issue de ces élections-là une sorte de table ronde, vraiment ronde, quoi. C'est pas une table carrée, une table ronde autour de laquelle on a tous les acteurs, mais techniques, y compris aussi politiques, pour savoir analyser profondément la situation, parce que 2026, c'est les élections générales, et là, ça va être difficile à gérer. Non, je crois que la méfiance de Herman, ça se justifie, parce que nous avons eu de passés, n'est-ce pas, qui viennent confirmer, reconfortent Herman dans sa position. Mais c'est que nous sommes à une période où, encore une fois, il faut oser. Et je pense que la réflexion que propose Franck ne va pas forcément dans le sens où, quand un département est prêt, il proclame ses résultats. La Sénat est au niveau central, et a donc, dans la proposition, dans la réflexion qu'on est en train de mener, à des démembrements. Donc, soit c'est pas circonscription électorale, soit c'est pas commune et autres. Et il est évident que toutes les circonscriptions électorales ne peuvent pas finir au même moment. Mais ça ne veut pas dire que le premier ou la première circonscription qui finit proclame. Il y a la Sénat qui est au niveau central, qui travaille donc à vérifier, n'est-ce pas, le travail qui est fait par ces démembrements et pouvoir assumer la responsabilité des résultats que la Sénat proclame à la fin. Donc je pense que c'est à ce niveau qu'il faut aller. Maintenant, pour apporter un complément à tous ces réflexions, c'est d'associer tout le monde de manière à ce que les suspicions, les méfiances, les zones chrysogènes, parce qu'il y en a qui, quel que soit ce que vous faites, n'est-ce pas, la table a beau être ronde, carré, rectangulaire, que tout le monde est associé, on finira par trouver que les représentants autour de la table en question, n'est-ce pas, ne sont pas habilités, ne sont pas crédibles, voilà, ils ont été achetés, il y a toujours cela. On a beau dire non, les partis politiques, la société civile, les têtes couronnées, les religieux et autres, on finira par vous dire à la dernière minute qu'ils ont reçu l'argent du gouvernement, ils sont corrompus, etc. Mais cela on travaille à aller d'amélioration en amélioration. Encore une fois, il faut oser. Alors, allons voir ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire quelle est la méthode de calcul et d'attribution des sièges. Je ne sais pas si Herman, Akimé, comment ça se fait? Bon, on donne la parole. Alors, c'est bien sûr, dites-nous tout. Alors, comment ça va se faire? Faut pas qu'on commence, faut pas faire tout de temps pour qu'on embrouille les téléspectateurs. Oui, parce que vous savez au moins que Herman est un juriste de haut niveau. Ça se sait. Et puis c'était mon aîné à la fac de un an. Bravo. Je suis surpris qu'il se dérobe aussi. C'est facile. D'accord. J'avais cru comprendre qu'on aurait un dispositif qui nous permettrait de façon justement
avec la logistique, on n'a pas réussi à avoir ce dispositif. Mais bon, on verra comment procéder. Sinon, on risque d'évoquer des chiffres de façon virtuelle. Je ne sais pas si nos téléspectateurs auront l'occasion de nous suivre. De toutes les manières, on va y aller. De manière beaucoup plus claire. Monsieur Aliambossou, le code électoral précise, si vous apportez de main, je crois, article 143. Oui, allez-y. La loi 2019, sur les règles particulières applicables à l'élection des membres. Tout à fait. Oui. Vous voulez que je vous lise ça? Oui. Article 143, les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Ils sont rééligibles 2 fois. Chaque député est représentant de la nation tout entière. Tout mandat est relatif et nul. C'est tout. D'accord. Ils sont élus au suffrage universel direct. Tout à fait. Maintenant, la méthode, le suffrage universel direct, c'est que c'est nos votes directement exprimés au niveau des différentes circonscriptions électorales qui permettent d'élire les députés. C'est ça. C'est par opposition au suffrage indirect où vous élisez des grands représentants qui après se retrouvent pour élire d'autres électeurs. Maintenant, le mode de scrutin retenu depuis d'ailleurs 1991 et confirmé par les règles particulières applicables à l'élection des députés en 1995 et maintenu jusqu'à ce jour est celui de la proportionnelle. C'est-à-dire, c'est des élections de liste d'abord. C'est des listes que chaque entité politique propose au niveau de chaque circonscription électorale. Nous avons en tout, comme le précise l'article 146 de ce code, nous avons 24 circonscriptions électorales qui, codifiées, correspondent à 2 par département. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un code des circonscriptions électorales, vous partez des différents départements du Bénin, de la Liborie jusqu'au Zou, par ordre alphabétique. La Liborie a la première et la deuxième circonscription électorale. La Takora a la troisième et la quatrième circonscription électorale. L'Atlantique a la 5e et la 6e. Ainsi de suite. Les collines, le Borgou, 7e et 8e, les collines, 9e et 10e. C'est le code d'identification des différentes circonscriptions électorales. D'accord. Au niveau de chaque circonscription électorale, les partis politiques présentent des listes. Et c'est en fonction des suffrages exprimés au profit de chaque liste que le mode de répartition se fait. La répartition est celui de la proportionnelle. Maintenant, au niveau de la proportionnelle, on a retenu la règle de la plus forte moyenne. La règle de la plus forte moyenne. Les techniciens du droit électoral vous diront que c'est cette règle qui colle au plus près de la réalité de notre mode de scrutin, la liste, parce qu'elle favorise effectivement le vote exprimé. Elle ne favorise pas les petites entités qui, en cas de fort reste, peuvent se débrouiller à tout moment pour se retrouver. Ici, c'est vos efforts. On distribue selon la proportion d'efforts de chaque liste. Et vous comprendrez lorsque nous allons sortir l'exposé des chiffres. J'ai proposé de façon caricaturale une circonscription électorale où le nombre de suffrages valablement exprimés est de 200 000 voix. Voilà. Et où on a 5 sièges à pouvoir entre 5 listes en compétition. De façon pêle-mêle, j'ai essayé de proposer des chiffres. Donc, si quelqu'un nous aide à prendre, la liste A 81 000 voix, la liste B 17 000 voix, la liste C 31 000 voix, la liste D 43 000 voix et la liste E 28 000 voix. D'accord. Avant la première opération mathématique, avant de se lancer dans un exercice de répartition des sièges,
la première opération mathématique, comme si vous êtes, je présume, vous êtes pour la plupart de grands littéraires, donc je ne vais pas vous embrouiller, comme dans une étude de fonction en mathématiques, dans une étude de fonction quelconque, le premier exercice, c'est la détermination du domaine de définition. Du coup, la détermination du quotient électoral correspond à peu près à ce que nous appelons dans l'étude des fonctions le domaine de définition. Donc, pour distribuer des sièges, il faut d'abord identifier le quotient électoral. À quoi correspond le quotient électoral de façon expressive? C'est la moyenne, la note minimum, la note idéale pour avoir un siège. C'est-à-dire, sur 200 000 voix, 5 sièges à attribuer, ce qu'il faut rigoureusement pour avoir un siège, c'est ce qu'on appelle le quotient électoral. Et pour déterminer ce quotient électoral, on procède de la manière la plus simple. On prend le nombre de suffrages valablement exprimés, qui est de 200 000 ici, divisé par 5, c'est-à-dire le nombre de sièges à pouvoir. Ça nous donne 40 000. Oui, 40 000. Du coup, le quotient électoral est de 40 000 suffrages. Maintenant, on va procéder à la première étape. Je voulais, comme je l'ai dit sur une chaîne le dimanche, attirer l'attention des téléspectateurs sur une formulation très erronée du code électoral. J'en ai parlé à certains amis députés. Le code, je crois que ça doit être au niveau de l'article 146. Oui, 146, oui. Qui dit que le mode de répartition des sièges est celui du quotient électoral. C'est une aberration aussi qui n'exprime aucune réalité juridique ni normative. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le quotient, la détermination du quotient électoral est un exercice préalable, au mode de répartition des sièges. J'attire l'attention Cette première attribution de sièges s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages exprimés est divisé par le nombre de sièges à pouvoir pour obtenir le quotient électoral de la section électorale. Ça ne veut absolument rien dire juridiquement. Du point de vue normatif, aucun mode de scrutin n'est celui du quotient électoral. Ça ne veut rien dire. J'attire l'attention de la 9e législature et surtout de la Cour constitutionnelle. J'ai été surpris de voir une Cour constitutionnelle fermer les yeux sur une telle erreur d'écriture. C'est une parenthèse. Du coup, dès que vous finissez de déterminer le quotient électoral, vous avez vos 5 listes. Vous distribuez, la distribution des premiers sièges se fait comment? Il y a les sièges entiers, les premiers sièges entiers. La liste A a obtenu 81 000 voix. On divise le nombre de suffrages par le quotient électoral pour avoir, obtenu par les partis, pour avoir les premiers chiffres entiers qui sortent sont les premiers sièges attribués. On y va sur l'exercice. Dès qu'on se lance dans l'opération de division des suffrages obtenus par chaque liste par le quotient électoral, on obtient les tout premiers chiffres entiers qui correspondent au tout premier siège attribué. Donc le premier exercice, 81 000 divisé par 40 000, ça vous donne 2. Ça c'est le premier, c'est les deux premiers sièges. On ne va pas encore dans les virgules. C'est les premiers chiffres entiers attribués. 2. La liste B, 17 000 par 40 000, 0. Donc la liste B sur le premier exercice n'a aucun siège. La liste C, 31 000 par 0. Aucun siège. La liste D, 43 000 sur 1. Et puis la liste E, 0. Du coup, techniquement, on vient d'attribuer 3 sièges sur 5. Maintenant qu'on pense l'opération la plus fastidieuse et la plus complexe de l'attribution des sièges. Puisque on doit coller à la réalité électorale et ne pas favoriser une liste au détriment d'une autre, on commence un exercice virtuel. On attribue le 4e siège. Et pour attribuer le 4e siège, qu'est-ce qu'on fait? On attribue virtuellement un siège à toutes les listes en compétition. Celle qui a 2, on lui attribue 3. Celle qui en a 1, on lui attribue 2.
Celle qui a 0, celle qui a 0, 1. Celle qui a 0, donc 1. Et dès qu'on finit cet exercice, on divise maintenant le suffrage obtenu par les sièges à partir du 4e, c'est-à-dire la liste qui en a 2, on suppose que en lui octroyant 3 sièges, quelle sera sa moyenne? En lui octroyant virtuellement le 3e siège, quelle sera sa moyenne? La liste qui en a 1, on suppose qu'en lui octroyant un second siège, quelle sera sa moyenne? Les listes qui n'ont aucun siège, on continue l'exercice, on leur attribue virtuellement un siège pour voir quelles seraient les moyennes. Alors, on reprend l'exercice de division. La liste A, 81, maintenant divisé par 3. Puisqu'elle a déjà 2 sièges. 81 divisé par 3. 27. Ça donne 27 000. 27 000. Donc, ça donne 27 000. D'accord. La liste B, 17 000 divisé par 1. Ça donne 17 000. La liste C, 31 000 divisé par 1. 31 000. La liste D, 43 000 divisé par 2. Par 2. Oui. Très bien. Ça nous fait 21. Et la liste C, 28 000 divisé par 1. Ça fait 28 000. On vérifie au niveau des 5 listes, celle qui a obtenu la meilleure moyenne. C'est laquelle des listes, s'il vous plaît? La liste de 31. De 31 000. Oui. Le 4e siège est octroyé à la liste C, qui a 31 000. Voilà. Donc, cette liste qui n'avait pas de siège au départ peut se retrouver avec un siège. Avec un siège. Prends le 4e siège. Voilà. Vous savez, dans les exercices de détermination du quotient et du code du nombre de sièges, quand vous finissez cet exercice, on peut vous demander de classer par ordre les sièges attribués. Tout à fait. Du coup, les 2 premiers sièges vont à la liste A. Le 3e siège va à la liste D. Le 4e siège va à la liste C. Du coup, on peut même, en matière de légitimité, si on veut pousser loin la réflexion, le député, le deuxième élu de la liste de la liste D. De la liste A. Oui. Le deuxième élu de la liste A peut se prévaloir dans la circonscription électorale d'être plus légitime. C'est une fantaisie. D'être plus légitime que le candidat de la liste C, qui n'a obtenu que le 4e siège dans l'ordre d'attribution des sièges. En même temps, je ne sais pas si votre curiosité vous le permettait, le ministre, l'honorable Aditi Roudé, rappelait souvent qu'il est le député le mieux élu avec 60 et quelques mille voix pour un siège. Je crois, je l'ai entendu dire cela une fois, c'était une parenthèse. Voilà. Donc, on descend sur le 5e siège, l'attribution du 5e siège. On reprend le même exercice et je confie cet exercice-là à Chris Adandéja lui-même et on le suit. Au niveau de la liste A, virtuellement, on ajoute encore un siège. Tout à fait. Donc, on passe maintenant de 3 à 4. Non. Puisque la liste 3 n'a pas obtenu le 3e siège, donc, le statu quo est maintenu à tous les niveaux, à part au niveau de la liste qui a obtenu le 4e siège. Qui a obtenu un 4e siège et qui a un siège nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien. Donc, l'étape nouvelle tient compte de la réalité de la distribution, de la répartition ou de l'attribution du 4e siège. On part maintenant avec la réalité du 4e siège. D'accord. Donc, c'est au niveau de la liste C. C'est au niveau de la liste seul que on passe de 1 à 2. Donc, on reprend le même exercice. La liste A, 81 000 divisé par 3. 2 plus 1. Oui, ça fait 3. La liste B, 17 000 divisé par 1. Parce que c'est toujours à 0. La liste C, désormais, 31 000 divisé par 2. Oui, divisé par 2. Elle a déjà un siège. On lui attribue un second siège divisé par 2. Et puis, la liste D, 43 000 divisé par 2. Et enfin, la liste E, 28 000 divisé par 1. On peut aller dans les résultats. La liste A maintient 27 000. La liste B, 17 000. La liste C, 15 500. Puisque c'est 31 000 divisé par 2 désormais.
La liste D, 21 500. Tout à fait. Et puis, la liste E, 28 000. On voit laquelle des listes sur le dernier exercice a la plus forte moyenne. C'est laquelle? C'est la A. Non. La liste E. 28 000. On reprend. Tu reprends. Oui. On reprend? Oui. La liste oui. A. Reprenez les exercices. Oui, la liste A. 27 000. Oui. Sur la dernière moyenne, oui. La liste B A. 17 000. 17 000. Ouais. La liste C. Divisé par 2. Ça fait 20, on a trouvé 15 500. 31 000 divisé par 2, ça fait 15 500. Oui. Vous êtes brillant. Tout à fait. La liste D. La liste D. Oui. La liste D. Divisé par 2. 21 500. 21 500, oui. Et la liste C. 28 000, non? 28 000. Ah oui, voilà. c'est la liste C. Donc c'est la liste E plutôt qui. La liste E. Le 5e siège est attribué à la liste E. C'est un exercice, si vous l'intégrez, intéressant. C'est pas aussi facile. Non, c'est intéressant. C'est compris même déjà. Sérieux? Oui, c'est compris. Oui, sauf qu'ici, l'autre déclinaison, c'est qu'il y a une liste féminine. Non, voilà, l'attribution du siège de la liste féminine, c'est sur la règle, c'est la méthode, c'est uninominale. C'est le scrutin uninominal au niveau des femmes. C'est-à-dire quoi? Toutes les listes en compétition, la liste qui vient en tête de façon relative emporte le siège féminin. Ça n'entre pas dans le même mécanisme d'attribution de siège. C'est-à-dire, quand vous prenez A, B, C, D et E, c'est la liste A qui emporte tout de suite le siège. C'est-à-dire que le calcul qu'on a fait, on a tenu compte plutôt des sièges, non compris le siège de la femme. Nous avons opté pour une méthode de répartition des sièges, un panache si vous voulez, deux méthodes qui se chevauchent là, qui chevauchent. Dans un premier temps, il y a la proportionnelle habituelle depuis 91, confirmée par les règles particulières applicables à l'élection des députés en 95. C'est en 95 que cette règle a été vraiment consacrée avec le découpage électoral que nous avons en ce moment. C'est la proportionnelle à ce niveau. Au niveau des femmes, puisque c'est une nouveauté, c'est une méthode très simple, c'est la méthode uninominale. C'est le mode de scrutin uninominal. La liste qui l'emporte dans la circonscription, même de façon relative, emporte le siège de la femme. Ici, c'est la liste A qui est venue en tête, même si c'est d'une seule voix, la liste A emporte le chef systématiquement le siège de la femme. Voilà. D'accord. Ce n'était pas si sorcier que ça. Hein. C'est vrai que, étant donné qu'à des moments donnés, on peut aller à trois différentes étapes, il y a de quoi s'interroger. Sinon que, ma foi, avec toutes ces explications, n'est-ce pas, ce n'est pas si sorcier. C'est vrai, quand on a suivi les chiffres avancés au départ, on voit que il y a une formation politique, n'est-ce pas, qui a eu, je dirais, par rapport au suffrage, avait déjà un gros chiffre, mais qui est resté tranquille et qu'à la fin vient prendre, je dirais, un siège. Vous voyez, donc c'est à ce niveau que ça embrouille un peu. Sinon, que quand on suit la méthode expliquée, il ne devrait pas avoir de problème. D'accord. Alors, je vais revenir sur une question ici. Ici, le nombre de sièges attribués, c'est 5. Le siège de la femme. En fait, je veux comprendre. Ça suppose que le siège de la femme, ça fait 6. Ça fait 6. D'accord, ça fait 6. Oui, nous nous sommes rigoureusement focalisés sur le mode de répartition qui a toujours posé problème au niveau de l'opinion. C'est pour ça que nous sommes contentés d'expliquer ici, puisque la détermination du siège féminin coule d'évidence. Ça coule d'évidence. Il suffit de dire, vous voyez, de toutes les listes en compétition, la liste qui l'emporte
emporte le siège de la femme. D'accord. Donc pour notre circonscription imaginaire que nous avons utilisé, liste A, liste B, ça veut dire qu'au total, dans la circonscription, il y a 6 sièges à pouvoir. 6 sièges à pouvoir. Le siège de la femme étant une évidence, n'est-ce pas, ça reste là. Et qui d'office appartient à la liste qui vient en tête. Donc on fait le calcul en tenant compte du reste des sièges. Du reste des sièges, et le parti qui vient en première position en porte d'office. C'est parfait. Si vous voulez, et si vous souhaitez qu'on reste suffisamment collé au code électoral, cet exercice suppose déjà que les 5 listes retenues ont passé le cap des 10% au plan national. D'accord ? Voilà. Donc, on s'est contenté juste de gérer la question mathématique, arithmétique sur le mode de répartition des sièges. Alors, comment il fait un juriste pour être aussi brillant en mathématiques? En tout cas, on en reparle. En tout cas, même si vous n'avez pas été brillant en mathématiques et que vous avez fait le droit constitutionnel, notamment dans la dynamique de cette matière qui a rapport avec l'attribution des sièges, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous devriez normalement et absolument maîtriser, je dirais, tout au moins cette partie. Après, vous pouvez vous perdre dans les chiffres, mais quand on parle de l'attribution des sièges, c'est que vous ne devez pas vous perdre. Si vous vous êtes perdu déjà en ce sens, c'est que vous ne finissez pas, vous ne sortez même pas d'ailleurs, je dirais facilement de ce cursus universitaire. Et donc, du coup, je crois que ça a l'impression d'être un peu trop fastidieux, bien évidemment, d'accord, mais c'est difficile de s'y mettre. Et puis c'est bon. Je pense que les équipes au niveau de la Sénat travaillent à cela, au niveau des formations politiques aussi. Les équipes chaque formation a recruté des experts en la matière. C'est pour ça que vous voyez, chacun a quand même une compilation. C'est au regard de sa compilation. Et bien évidemment, en tenant compte d'abord du seuil de 10%. Il faut tout se fait d'abord sur la base de ce visa de 10%. Parce que vous n'êtes pas éligible. Le visa de 10%, n'attendez pas que vous ne preniez pas au partage du gâteau, pour ainsi m'exprimer. Donc c'est d'abord 10%, les 10% et puis maintenant on peut faire le reste de l'exercice. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien, cher monsieur. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est bon, c'est parfait. Franck, ok, vraiment merci. Vous êtes très matinal. Vous avez quitté Porto Novo. Vous avez bravé le bouchon pour être ici, pour nous apporter cette précision. Porto Novo s'anime avec la 6e édition du Festival international. Oui, ça a commencé. On y est. Et félicitations à Charlemagne Yankouti, notre ami commun. Oui. Voilà, et notre frère. Et ça coïncide avec la célébration depuis hier de la fête du Vaudou. Je ne sais pas si c'est ça qui a inspiré le ministre pour qu'il pense déjà à parler d'un festival Vaudou, un peu dans la même dynamique qu'avait proposé avant hier. Un man qui parlait d'aller au-delà d'une journée, et que il est allé sur 4, 5, 10 jours. Je crois que ça permet de véritablement revisiter nos divinités, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, quand on parle de la fête Vaudou, on a beau tout faire, musulman je suis, et catholique vous êtes, et consort, c'est que ça finit pas être, je dirais, notre identité. Le reste, on peut élaborer dans tous les sens, mais quand on dit Vaudou, eh bien, il n'y a nulle part, c'est le Bénin, et aussi petit qu'il soit, partout ailleurs au monde, quand on dit Vaudou, rapidement, eh bien, on tape et puis c'est le référentiel. Donc je crois qu'il vaut mieux travailler véritablement à soi, parce que c'est notre culture. Ailleurs, les gens vendent ça très cher. Vous allez juste visiter un tampon de trucs quelque part. Pour visiter, c'est pas trop fameux. Il faut dépenser beaucoup d'argent. Il va falloir que nous-mêmes, on travaille véritablement à tirer du bon dans ce que nous avons de cette culture qui est la nôtre. Voilà. Oui, Christian, déjà, vous voyez, le 10 janvier, n'est-ce pas, c'est déjà intéressant que après cette reconnaissance à l'endroit des divinités et des gardiens de nos traditions, n'est-ce pas, telles qu'instaurées, ma foi, depuis 97, on en est arrivé, n'est-ce pas, à penser à un festival de l'art vaudou.
de l'art vaudou, tel qu'annoncé par le ministre de la Culture. Parce que, comme Hakim l'a souligné, c'est ce qui permet de vendre la destination Bénin. On en est donc arrivé à ce que les réflexions convergent à faire de cette réalité, de nos divinités, de tout cet assemblage du panthéon béninois, quelque chose qu'on peut commercialiser, qui permet donc de bien identifier le Bénin et de vendre cette destination, parce que vous savez les efforts qui sont faits par le gouvernement de manière à ce que l'art, le tourisme et autres soient beaucoup plus des éléments d'attraction qui nous font entrer des devises. Et si on retourne très rapidement sur le festival, n'est-ce pas, international de Porto Novo, il faut saluer ce courage qui a permis d'initier cela. Nous sommes à la sixième. C'est vrai que les débuts c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Ce n'était pas gagné d'avance. Et on a constaté que les différents, n'est-ce pas, maires qui sont passés par là n'ont pas croisé les bras. Les autres autorités non plus. Donc Charlemagne Nyankoti a réussi, je dirais, le pari de l'organisation, ce qui permet à ce que la ville capitale nous expose durant les 7 jours, n'est-ce pas, ces variétés culturelles et culturelles, parce que Porto Novo a la particularité d'être la ville capitale, est la particularité d'une ville qui de loin, n'est-ce pas, on l'identifie, on nous dit que le nom l'a été donné parce que ça ressemblait déjà schématiquement à une ville de Porto, donc c'est un nouveau Porto que nous avons ici. Bref, il faut tirer un coup de chapeau au maire Charlemagne Nyankoti et toute l'équipe d'organisation. Les parties prenantes. Oui, nous parlons ce matin de notre cher ami Charlemagne Nyankoti parce qu'il est la première autorité de la ville de Porto Novo et parce qu'il a pris à bras le corps ce festival international de Porto Novo qui a démarré il y a 6 ans. Ça aurait été d'autres autorités que, bon, ça n'aurait rien été. C'est que, bon, voilà, c'est pour eux, on les laisse faire. Donc, je pense qu'il faut saluer cette volonté-là du maire de pouvoir accompagner cette initiative-là. La volonté également du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui également a accompagné le déroulement de ce festival. Festival pour dire que ça se déroule sur 7 jours. Pour dire que ça permet un peu de revisiter le parcours, de voir ce qui se passe au cours de ce rendez-vous-là. Oui, le festival de l'art vaudon. Vous savez, avec ce gouvernement, il faut faire attention. Ils n'ont pas dit festival du culte vaudon. Ils ont dit festival de l'art vaudon. Pour dire qu'il y a le volet culturel et le volet art, le volet artistique. Donc, on veut parler de l'art vaudon, oui. C'est une bonne chose. Moi, j'ai dit la fois dernière qu'il faut qu'on aille vers un festival du culte vaudon pour que ça finisse par la célébration du 10 janvier. Mais bon, si c'est ça, parce que chez nous, Bénin, les réalités sont là. Il y a des jours qu'on appelle mauvais jours et des jours qu'on appelle bons jours. Des fois, le Harandoko, ça ne se passe pas le soir, ça se passe. On attend 0 heures pour toi encore. Vous voyez, donc il faut tenir compte de tout ça là. Ah non, je n'ai pas consulté. On va boucler. D'accord, merci. Moi, je me ferai le porte-parole autoproclamé de la ville de Porto Novo, puisque je suis là. Je vais profiter de cette occasion pour inviter les Béninois et toute la diaspora à rallier la ville. Le missionnaire de Nyankoti. Qu'est-ce que vous voulez? À rallier la ville capitale et à honorer de votre présence ce magnifique festival. Ouais. Je crois il faut venir pour le constater. C'est vraiment magnifique. Et si vous voulez, le chef de l'État se fait souvent l'invité surprise à la clôture de ce festival. C'est pour dire tout l'intérêt que ce festival requiert pour le gouvernement et pour les Béninois. Gageons que d'année en année, le festival prenne du relief et donne... Akimé sera parce qu'il y a le défilé des goubous. Akimé va... Il y en a trouvé. Je vous ai dit qu'il y en a suffisamment qui sont d'actualité. On a vu hier qui est-ce qui sait des pas de danse de nouveaux morceaux. J'adore les... Ça veut dire qu'ils sont morts il n'y a pas longtemps. C'est encore des Jessie Madeka. Je vous ai dit, il y a un qui m'a reconnu, qui a appelé mon nom. Il a dit voilà. Ils ont aussi leur télé là-bas. Merci beaucoup. 6 ans du festival de Porto Novo. Ça permet en même temps de faire un clin d'œil et de reconnaître à ceux qui ont tissé les premiers cordes. Malheureusement, paix à son âme.
l'ancien maire de Porto Novo. Oui, Moukasseni. De regretter mémoire, Moukaram Badarou. Moukaram Osseni, c'est un moment de regretter mémoire. Tout à fait. C'est des moments aussi de reconnaissance du travail déjà battu par certains et dont la corde continue pas à être tissée par les nouveaux solitaires en ce moment. Merci. Merci Hakimé. Merci Herman. Merci à vous Akhabali Para. Franck Oké, merci beaucoup et bon retour à Porto Novo pour continuer de vivre ces bons moments, ces grands instants festifs, cultuels et culturels. Le Festival international de Porto Novo. Allez, c'était Actu Matin chez vous. Très bonne journée. On va boucler avec la revue de presse de Action Boncagnacion. Bon, ce fut un plaisir d'avoir été des vôtres. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les Béninois attendent avec impatience les résultats issus des législatives du dimanche 8 janvier. Une attente qui fait écrire au quotidien Le Grand Matin que certains sont pressés de proclamer et de faire accepter en violation de la loi leur victoire aux législatives. Il y a déjà des actes tendant à manipuler l'opinion publique ou des manœuvres en vue de faire pression sur les institutions ou qui sont de nature à orienter les résultats attendus de la Sénat et de la Cour. Dans la mouvance au pouvoir, il n'y a pas pour le moment de déclaration forte, de sortie publique ou de réplique aux adversaires, notamment l'opposition radicale, les démocrates qui déjà se proclament vainqueurs des élections dans presque toutes les circonscriptions électorales. Justement, renchérit le pays émergent après le vote du dimanche dernier au Bénin. Les responsables du parti politique d'opposition, les démocrates, étaient face à la presse lundi pour faire le point de ces élections législatives. Éric Oundete et ses camarades ont non seulement estimé qu'ils sont, au regard des résultats enregistrés dans les différents postes de vote, première force politique du Bénin, mais aussi relevé quelques irrégularités et lancé un appel à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Le matinal note que la guerre des chiffres fait rage au sein de l'opinion. Des chiffres fusent de toutes parts pour proclamer la victoire de telle ou telle autre formation politique, alors même que les organes habilités mettent les bouchées doubles pour situer les uns et les autres. L'opinion est abreuvée d'une floraison de chiffres. Au profit de tel ou tel autre parti politique, la victoire est décrétée et proclamée avant l'annonce officielle. Déjà quelques heures après le dépouillement de l'élection du dimanche, les réseaux sociaux sont pris d'assaut pour alimenter la manœuvre, se fondant sur des résultats issus de telle ou telle circonscription électorale ou région du pays où on annonce la victoire d'un tel ou tel autre parti. Partant des réactions des uns et des autres, Matin Libre estime que Sénat, Cour et médias jouent leur crédibilité. L'équation verdict des urnes et verdict des institutions à résoudre. En attendant, mouvance, opposition sont dans une guerre psychologique. Mais dans quelques heures, souligne Notre Temps le label, ce sera définitivement la fin des supputations et de l'embrouillamini, conformément au test de loi en la matière et selon ses propres déclarations. Le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, devra rendre public au plus tard demain jeudi les grandes tendances issues du scrutin. Alors, le peuple a désormais le regard tourné vers Ganri, le siège de la Sénat. Pour couper court à tout ça, Fraternité propose pour les prochaines élections l'adoption du digital pour des résultats plus rapides, une exigence qui s'impose. Le journal estime que du chemin, le Bénin en a fait sur le plan du numérique. Si aujourd'hui, l'administration et ses usagers profitent largement des avancées technologiques, pour corriger un certain nombre de comportements répréhensibles, il a fallu le scrutin du dimanche dernier pour se rendre compte qu'il y a un domaine essentiel dans la consolidation de la paix qui, jusqu'ici, est laissé pour compte. En effet, ce ne sont pas les moyens digitaux qui manquent pour que 4 jours après le scrutin du dimanche dernier, les résultats provisoires ne soient pas connus. Aussi, plus tarde-t-il à tomber, plus les suspicions grossissent. D'ailleurs, s'indigne le journal, au XXIe siècle, après le dépouillement, il suffit d'un clic pour avoir le résultat d'un bureau de vote
et ainsi de suite. En somme, en moins d'une soirée, il y a moyen d'avoir toutes les compilations et les grandes tendances au plan national. Et justement, au plan national, on célébrait hier la fête des religions endogènes. Et à ce sujet, Fraternité note que l'édition 2023 de la célébration de la fête des religions endogènes a été l'occasion pour Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de réintégrer le soutien du gouvernement au développement du vaudou au Bénin, prévu dans le volet 2 du programme d'action du gouvernement pour être le deuxième pilier du développement. Les religions endogènes telles que le vaudou semblent sans doute une source inspirante de variétés artistiques, culturelles et touristiques. La célébration du 10 janvier au Bénin n'a pas manqué de soutien au sommet de l'État. Les garants des religions endogènes peuvent davantage exprimer leur enthousiasme et leur fierté d'organiser les diverses manifestations marquant la dite fête, conclut le journal. Merci d'avoir suivi la revue de presse.